Bonjour, nouveau numéro de Libre-Échange sur Public Sénat, une conversation avec celles et ceux qui font avancer l'économie française. Vous connaissez évidemment leur entreprise, mais connaissez-vous l'homme ou la femme qui la dirige? Aujourd'hui, Libre-Échange avec vous, Éric Trappier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG de Dassault Aviation. Bon, être à la tête d'un fleuron français, industriel, aéronautique, militaire, on se dit c'est un sacerdoce quand même, non? On vous imagine sur le pont, à travers le monde, toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une notion de dévouement? Non, c'est avant tout un honneur de diriger cette entreprise parce qu'elle est centenaire. C'est une entreprise qui symbolise la technologie, l'innovation, la réussite. Et donc c'est un devoir d'y mettre toutes ses tripes pour arriver à faire en sorte qu'elle se développe dans le futur et aujourd'hui. Et donc ce succès est réel et donc c'est pas du tout un sacerdoce. Au contraire, je continue à prendre plaisir à travailler et à diriger cette entreprise qui est, comme vous l'avez dit, un fleuron français. Quand on est, j'ai envie de dire, seulement le 5e PDG d'un groupe fondé en 1929, ça donne des responsabilités particulières? Oui, ça donne des responsabilités de diriger une entreprise avec des femmes et des hommes qui sont des ingénieurs, qui sont des techniciens, qui sont des compagnons, qui donnent de la passion et qui apportent de la passion à ce métier de l'aéronautique, et puis travailler pour des actionnaires qui ont eux aussi cette fibre, cette passion historique de la famille Dassault. Donc ça donne des obligations, ça donne des devoirs. On a un devoir d'engagement, un devoir de réussite pour cette entreprise dans le présent et dans le futur. Cette passion, elle commence quand? Parce que c'est votre père qui vous emmène au salon du Bourget. C'est là que vous découvrez le monde de l'aéronautique. Vous avez quel âge? Est-ce que c'est là ou pas qu'il y a un déclic? Écoutez, oui, le salon du Bourget a été, comme chez beaucoup d'enfants, chez beaucoup de jeunes, un déclic. Cette passion de voler, qui est ancienne, Icare déjà rêvait de voler, et de la rendre possible, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai beaucoup voyagé aussi, mon père travaillait à Air France, donc déjà une sensibilité pour l'aéronautique, et je dois reconnaître qu'en sortant de mes études, j'ai vu un film qui m'a donné encore plus cette passion. Lequel? C'est L'étoffe des héros, Ouais. The Right Stuff, où on voit à la fois un pilote d'essai et des astronautes. Et vraiment, ça a scellé mon envie de rentrer dans l'aéronautique. Et Dassault m'a offert à 24 ans. cette possibilité à 24 ans. À 24 ans, vous n'imaginiez pas, j'imagine, finir PDG, ou déjà vous aviez une forte ambition que vous assumiez à l'époque? Non, pas du tout. L'idée de finir PDG d'une entreprise aussi prestigieuse, déjà rentrer chez Dassault était déjà en soi une première réussite. L'ambition est venue au fur et à mesure, une ambition de faire gagner la société, de la faire progresser et de toujours aller de l'avant, y compris dans des périodes où c'était pas facile. Rappelez-vous, à une époque, c'était pas si facile de vendre du Rafale, Oui. c'est pas aussi facile de faire en sorte que le Rafale soit un succès, ce qui est le cas aujourd'hui. Oui. Donc il fallait être capable déjà d'avoir cette persévérance, et donc c'est plutôt de la persévérance et de la ténacité que de l'ambition. Vous êtes un ingénieur qui est devenu commercial. Cette double casquette, elle vous sied, on imagine, mais c'est nécessaire pour réussir à ce poste-là? Oui, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui pour un patron d'entreprise de comprendre le monde dans lequel il vit, car ce monde change très vite, rapidement, grâce à la technologie, grâce aussi de temps en temps malheureusement à la géopolitique qui n'est pas si simple. Et par conséquent, si on ne comprend pas le monde dans lequel on opère, on ne comprendra pas les produits qu'il faut préparer pour l'avenir. On ne comprendra pas la manière, la technologie qu'il faudra apporter. Par exemple, la transformation numérique qui a été absolument nécessaire. On ne peut pas la comprendre si on ne voyage pas dans le monde et qu'on ne voit pas les progrès qui sont faits dans le numérique, dans l'ensemble de ces entreprises. Il faut comprendre ses compétiteurs, avec qui on fait des partenariats, contre qui on se bat, entre guillemets. Tout ça est à l'échelle planétaire, et donc il est très important d'avoir cette double casquette et de comprendre les besoins des clients. Ouais, comprendre les besoins des clients, c'est intéressant, parce qu'on se dit que même quand on vend des Rafales ou des Falcons, il faut aimer le contact avec le client. D'ailleurs, on dit de vous que vous êtes un séducteur. C'est vrai ça? Ça, je ne sais pas, il faut demander à ceux qui me côtoient. Ce qui est certain, c'est que vous voyez, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, vous commencez par boire le thé. Vous ne parlez pas business. Vous buvez le thé. Vous partagez un moment
ensemble pour se comprendre, pour s'apprécier, trouver les éléments différents qui peuvent vous relier et faire en sorte que le jour où vous avez besoin de parler boulot, de parler business, ben vous le faites avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré et avec lequel vous avez déjà échangé d'une manière générale. On dit également de vous, Éric Trappier, que vous êtes exigeant, ce qui d'ailleurs n'est pas contradictoire avec le fait d'être séducteur. Exigeant, très, trop? Je crois qu'on n'est jamais assez exigeant. L'important, c'est d'être légitime. C'est-à-dire, quand vous faites une demande, cette demande doit être légitime. Quand vous positionnez une performance que vous souhaitez pour vos clients, il faut qu'elle soit ambitieuse. Donc effectivement, l'exigence, c'est une caractéristique pour faire encore mieux. Par contre, il faut savoir aussi être capable d'accepter, je dirais, de se tromper. Et donc, on peut avoir des collaborateurs qui se trompent, on peut soi-même se tromper. L'important, c'est immédiatement d'être capable de rebondir. C'est pour ça que j'ai, par exemple, une culture du plan B. Toujours avoir un plan B, être capable dans l'instant, de comprendre si ça ne marche pas sur cette voie, prendre une voie secondaire qui va devenir la voie principale. On s'en sert souvent des plans B au final? On s'en sert tout le temps. On s'en sert tout le temps, je vais vous expliquer. Donc c'est pas pour se rassurer? Non, si, c'est très simple. C'est que si le plan B est meilleur que le plan A, il devient le plan A. Et si vous n'avez pas de plan B et que le plan A ne marche pas, eh ben vous êtes planté. Donc il est nécessaire en permanence d'avoir une culture du plan B. En réalité, c'est une autre façon de dire qu'on évalue des risques et que face à ces risques, on est capable de trouver une voie pour passer le problème. Alors Éric Trappier, je sais que la question va être difficile pour vous. Est-ce que vous êtes plus fier du succès, j'insiste, commercial du Rafale ou du Falcon? C'est un peu comme si on demandait à un papa s'il préfère son fils ou sa fille, j'imagine. Hein? Je suis content de la dualité de la société Dassault, à faire à la fois du civil et du militaire, et que la réussite de Dassault est liée à cette dualité. Donc oui, je suis avant tout très satisfait de la réussite du Rafale, en particulier aux mains des forces armées françaises, parce qu'il a été fait pour ça, et sa réussite à l'exportation, car ça permet d'avoir une amplitude bien meilleure que pour le seul client français. Mais au même moment, j'ai lancé des nouveaux avions, des nouveaux Falcon, et la réussite de ces nouveaux Falcon, c'est pour nous, Dassault, vraiment une ambition dont on avait besoin, dont on a besoin en permanence. Et donc c'est bien des deux côtés, et les deux se fertilisent mutuellement. La réussite de l'un joue sur l'autre et inversement. Le Rafale, il faut le rappeler, désormais plus vendu à l'étranger qu'à l'armée française, Qatar, Égypte, Inde, Émirats arabes unis, Grèce. Tout le monde reconnaît aujourd'hui le succès du Rafale à l'export, à l'international. Mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, vous avez dû essuyer des critiques, un certain Dassault bashing. A posteriori, quel regard vous portez sur cette époque-là, où c'était difficile? Écoutez, c'est mieux maintenant que pendant cette période-là. Je m'en doute. Deuxièmement, ça forge le caractère. Quelque part, l'échec forge le caractère. Il faut faire face à ces échecs. On a été long, on a eu raison avant tout le monde. On pensait avoir raison, c'est ce qui nous a mobilisés. Quand je dis nous, c'est Serge Dassault, c'est Charles Edelsten, c'est tous les salariés de la société. C'est la famille Dassault qui est notre actionnaire principal et qui a toujours cru dans cette réussite du Rafale, comme dans la réussite des Falcon. Et par conséquent, quand on traverse une période un petit peu difficile, comme un désert, il faut savoir en tirer les bons éléments et se dire qu'au bout du chemin, la réussite va arriver. Ce qui a été le cas. Il faut y croire et être patient et tenace. Sachant que les négociations peuvent durer des années, des décennies sur des avions de combat. Oui, les négociations sont longues. On ne s'en rend pas compte, vu de l'extérieur. Oui, en réalité, les négociations sont longues, mais c'est le déclic qui est important. Le déclic pour le client. À quel moment décide-t-il d'aller acheter un avion de combat? C'est une conjonction de deux facteurs. Son évaluation du produit, du Rafale, est-ce que c'est un bon avion? Est-ce qu'il sera utile aux mains de mes forces armées? Et d'un déclic politique, un partenariat entre ce pays acheteur et la France et sa politique extérieure. Est-ce que c'est lors de ces années ou décennies de négociations, Éric Trappier, que vous avez appris la patience, alors qu'on dit que ce n'est pas votre nature profonde? Non, c'est vrai, il faut que je me soigne. Je préférerais des réussites très rapides. Néanmoins, finalement, on se retrouve patient. C'est pour ça que j'aime bien le mot ténacité aussi. Tenace, ça veut dire, on n'est peut-être pas patient, mais on sait qu'on va y arriver. Donc on continue et on n'abandonne pas le chemin qu'on a pris aux premiers échecs. On en met un, on en met deux, et puis, in fine, le succès est au bout du chemin.
C'est parce que la famille aussi vous laisse du temps, la famille Dassault est dans ce temps long qui est le temps de l'aéronautique aussi. C'est grâce au fait qu'on a un actionnariat stable, un actionnaire qui regarde la réussite et qui admet l'échec, qui est sur du long terme et qui a la passion, comme nous. On partage cette passion de l'aéronautique. Et ça, ce partage entre l'actionnaire et la direction de la société fait qu'effectivement, on peut prendre le temps sur ces industries à long cycle. Puisqu'on parle d'échecs, quand on voit l'Allemagne qui privilégie les Américains aux Européens en achetant cette année 35 avions de chasse F-35, est-ce que déjà vous comprenez leur choix ? On peut comprendre leur choix et ne pas l'accepter. C'est-à-dire, quelque part, les Allemands sont très proches de la Russie et elles craignent la Russie. Donc, elles se mettent sous un parapluie américain, elles achètent le F-35. Du reste, ils l'admettent tel quel, puisque l'achat du F-35, disent-ils, les Allemands, est lié à porter les bombes nucléaires américaines qui sont stockées sur le sol allemand dans le cadre des missions de l'OTAN. Donc on peut le comprendre, mais on le regrette. On a parlé de passion, d'engagement, de ténacité. Si on parle un peu d'éthique, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui pensent que la vente d'armes, notamment à certains pays peu démocratiques, c'est immoral, amoral ? Je me place à la fois pas sur ce terrain et sur ce terrain. Alors, la première réponse, ce sont les États qui ont la responsabilité de cette exportation. Donc en particulier, en France, c'est le gouvernement français. C'est ce qu'on appelle il y a un processus qui est placé sous la direction du Premier ministre, avec évidemment l'accord du Président de la République, dans lequel sont représentés un certain nombre d'acteurs. C'est à eux de savoir si c'est l'intérêt de la France qui prime d'exporter des armes. D'un point de vue éthique, l'important, c'est d'avoir une industrie de défense et de ne pas être forcément dépendant d'un pouvoir tiers, surtout quand on est une démocratie. Et je crois quand même que la France est plus démocratique que beaucoup d'autres pays. Et donc, se dire que uniquement pour des raisons éthiques, érigées par des gens qui ne sont pas forcément des gens qui dirigent, peut affaiblir le fait qu'on a besoin de développer son industrie d'armement. On l'a vu au cours des décennies passées, celui qui maîtrise les armes maîtrise aussi la sécurité de son pays. Est-ce que c'est vrai ou pas, Éric Trappier, que l'essentiel des bénéfices de Dassault Aviation vient aujourd'hui des Falcon ? C'est vrai ou pas ? Non, je vous l'ai dit, on est une société duale. Les bénéfices viennent entre le militaire et le civil. Et donc, je ne peux pas dire que c'est le civil qui tire la machine d'assaut. C'est la dualité. Notre bureau d'études est dual, nos usines de fabrication sont duales. Donc, tous nos centres de dépenses sont duales. Donc, on gagne de l'argent par la vente de Falcon et de Rafale. Et on le réinvestit pour partie dans la société pour préparer les produits du futur. Bon, c'était une question pour faire la transition avec le Falcon, notamment le 6X qui vient de faire sa première apparition publique au salon de Las Vegas. Jet d'affaires qui rentrera en service mi-2023. Vous m'arrêtez si je dis une coquille. Hein. Il coûtera au bas mot 47 millions de dollars. Est-ce qu'il va permettre d'effacer l'échec du programme 5X qui avait été annulé en cours de route ? Oui, c'est le plan B du 5X. Toujours le plan B, toujours avoir un plan B. Certains ne souhaitent pas avoir des plans B. Quand il y a un blocage, ils sont bloqués. Oui, c'est un plan B. Quand le 5X a été arrêté pour des raisons que le moteur n'était pas en adéquation avec les performances qui étaient voulues, immédiatement, on a choisi un moteur alternatif, le Pratt & Whitney 812, et nous avons adapté le 5X, qui est devenu le 6X, à ce moteur, parce qu'on fait beaucoup les avions avec les moteurs autour des moteurs et par les moteurs, ce qui donne la performance de l'avion, indépendamment de dessiner un bel avion avec des belles voilures qui sont capables, etc. Donc le 6X, c'est vraiment l'avion à venir qui va rencontrer une réussite commerciale et qui donc a commencé non seulement à être montré dans les salons, le salon de IBES à Genève, salon de la NBA à Orlando, mais aussi qui a fait un premier tour du monde pour démontrer sa fiabilité et être capable de corriger les petites erreurs de début avant qu'on le livre au client mi-2023. Voilà. Combien de commandes sont passées déjà là-dessus ? Ça, on reste confidentiel. On reste discret. Voilà, on a un carnet de commandes global et on ne donne pas le détail. Qui est garni ? Il est garni. Qui se garnit ? Il est garni. Bon, il est mieux garni qu'en 2020. Bon, c'est sûr, en même temps, la période est plus propice. Si l'on veut voler en polluant moins, il faudra attendre le Falcon 10X. On sera en 2025, ça sera dans 3 ans. Éric Trappier, il vaudra avec 100% de biocarburant, de quoi réduire son empreinte carbone de 80% en vol. Est-ce qu'on règle ainsi
une large partie de la question de la pollution des jets privés avec Alors, celui-là. Avant toute chose, je pense qu'on est tous, les industriels français, engagés dans la problématique de la transition énergétique, dans le défi de l'augmentation des températures et les émissions carbone. Donc, depuis longtemps, nous travaillons depuis des décennies à réduire l'empreinte carbone de nos avions, ce qui a été le cas avec un progrès majeur qui ont été faits de ces 20 dernières années. Deuxièmement, nous nous inscrivons dans les ambitions internationales, parce qu'on ne décarbone pas l'aviation uniquement en France. Si on doit jouer sur le mondial, il faut avoir des normes internationales. Donc on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'OACI. L'OACI, c'est une organisation internationale dans laquelle il y a les États-Unis, il y a l'Inde, il y a la Chine, et bien sûr les pays d'Europe, pour trouver des normes qui permettent le zéro émission carbone en 2050. Pour ce faire, nous pensons et nous soutenons toutes les actions qui permettent d'avoir des fuels alternatifs, comme vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, nos avions existants sont déjà capables d'admettre 50% de fuel alternatif. Ça veut dire que très rapidement, si on avait des volumes de fuel, on pourrait réduire de 50% les émissions carbone. Donc je pense que c'est vraiment la solution. À partir du 10X, on pourra avoir 100% de fuel alternatif ou de fuel vert. C'est ça qu'il faut absolument développer et qui est faisable et à moyen et long terme pour décarboner en tout cas l'aviation d'affaires et une partie de l'aviation commerciale. En attendant, Éric Trappier, le carburant des jets privés sera bientôt en France surtaxé. En gros, il y aura une taxation du kérosène qui sera alignée sur la taxation du carburant du quotidien. Est-ce que vous comprenez, vous soutenez cette décision du gouvernement? Non, je ne la soutiens pas, parce que, vous voyez, quand on va dans des grands pays comme les États-Unis, on nous accuse toujours, nous les Français, de régler tous les problèmes avec des lois et des taxes supplémentaires. Donc c'est une illustration supplémentaire de la réalité, de la perception qu'on peut avoir dans d'autres pays du monde. Je pense qu'il faut au contraire inciter à aller dans le bon sens, c'est-à-dire à décarboner. Ces incitations qui permettent de trouver des technologies nouvelles, alternatives, qui permettent à l'innovation de prendre le défi. C'est par l'industrie qu'on arrivera à décarboner l'industrie, et plutôt que de faire des taxes. Dans l'entre-deux. Mais plutôt que de faire des taxes qui ne s'appliqueront qu'à une toute petite partie du monde, dans des pays déjà qui sont plutôt moins émetteurs de CO2 que d'autres, y compris en Europe, dans tout un tas de domaines. Donc, quelque part, je dirais que l'utilité, c'est que mondialement, on arrive à tirer cette décarbonation. C'était d'ailleurs l'initiative du président Macron quand il a fait le sommet de Paris. C'est bien de mettre tous les gens dans la boucle. Et aujourd'hui, c'est bien ce qu'on a pour l'aviation au niveau de l'OACI ou au niveau d'IATA pour l'aviation commerciale. Donc vous regrettez que l'aviation d'affaires soit prise pour cible. D'ailleurs, on se dit que parfois les gens confondent peut-être aviation privée et jet d'affaires. Il y en a un qui est pour les vacances et l'autre pour faire du business. Vous faites la distinction, vous, entre les deux? Oui, on peut même se poser la question de temps en temps de savoir si ceux qui dénoncent sont vraiment des gens qui veulent le climat, qui veulent l'environnement, parce que ou est-ce que ce sont des attaques politiques? Vous savez, j'ai 2000 Falcon qui volent aujourd'hui dans le monde, 2000. Sur 100% d'une année de vol, c'est l'équivalent de quelques heures de trafic routier, c'est l'équivalent de 24 heures de streaming sur les téléphones ou les ordinateurs, c'est l'équivalent de quelques jours d'émissions des centrales thermiques en Allemagne. Mais c'est la symbolique. Donc voilà, donc c'est une symbolique. Donc comme tout symbole, est-ce qu'on attaque l'aviation qu'on appelle justement les jets privés ou est-ce qu'on attaque autre chose? Alors, l'important en tant que démarche scientifique, c'est de regarder tout ce qui émet du CO2 dans le monde et de traiter en priorité ce qui a du volume et de manière mondiale. Ça, ce sont les bases de tout raisonnement scientifique, pas s'attaquer simplement au symbole, sinon on n'aura pas la réussite. Et la réussite, c'est bien de décarboner et d'améliorer le climat, pas de faire des exceptions symboliques et qui sont en réalité des attaques politiques. Vous êtes donc le PDG de Dassault Aviation, mais vous êtes aussi, depuis 2021, depuis l'an dernier, le président de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, qui, il faut le dire, l'une des branches les plus influentes du MEDEF. Donc c'est ta question pour le président de l'UIMM. Est-ce que la crise énergétique met en péril la réindustrialisation du site France, du fait de la flambée de la facture énergétique? Le prix de l'énergie s'est envolé. Du jour au lendemain, à cause des conséquences de la guerre en Ukraine et du robinet de gaz qui a été coupé. Par conséquent, il faut se battre
sûrement à l'échelle européenne, pour être capable de caper un peu le prix du gaz et puis fabriquer un petit peu plus d'électricité. Fabriquer de l'électricité propre, c'est réellement les centrales nucléaires. On n'a pas d'autre solution que de produire beaucoup plus d'électricité dans les décennies à venir. Sinon, on ne réussira pas la décarbonation. On a une filière hydrogène, mais pour faire de l'hydrogène vert, il faut beaucoup d'électricité. Donc il faut produire de l'électricité. Oui, je crains que la compétitivité des entreprises françaises, compte tenu du modèle social, qui est un bon modèle, mais qui est un modèle dispendieux, compte tenu du niveau des impôts, et bravo avoir baissé l'impôt sur les sociétés, bravo d'avoir commencé à baisser les impôts de production, et ça va continuer, qui n'impactait que l'industrie, on reste un pays à compétitivité difficile. Et donc, on est sur le fil de cette réindustrialisation ou désindustrialisation. Ouais. Et vous, vos Falcon, c'est intéressant, c'est qu'ils sont produits, on le sait, en France, mais vous avez une grosse usine dans l'Arkansas, aux États-Unis, pour réaliser les finitions sur les Falcon. Et la réalité, c'est que produire aux États-Unis, ça coûte 30% moins cher qu'en France. On ne se compare pas à un pays asiatique. Non, les États-Unis sont un pays à haute valeur ajoutée, ils ont des capacités, effectivement, c'est moins cher. Alors aujourd'hui, c'est malgré tout 30%, ce qui a été fait. Et c'est pas 35%, parce que le dollar est remonté, et pour l'industrie aéronautique, c'est mieux que le dollar soit haut. Mais vous n'avez pas toutes les charges sociales, vous n'avez pas les mêmes niveaux d'impôts, et donc vous avez... Et puis, dernier point, c'est que malgré tout, on travaille beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. La France, c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'études scientifiques, on va dire comme ça, arithmétiques, montrent qu'il n'y a pas beaucoup de travail en France comparé à beaucoup d'autres pays. Or, cette compétitivité, elle est liée aussi à la capacité de travailler. Et je pense que le travail, d'ailleurs, doit être une valeur remise au plus haut niveau. C'est ce qui permet l'équilibre de vie. Ouais, pour sauvegarder notre... train de vie de l'État, modèle social, il y a cette réforme des retraites voulue par le président de la République. Pourtant, on sait que les Français, très majoritairement, n'en veulent pas. Est-ce qu'il faut faire passer une réforme contre la volonté du peuple ? Je pense que la situation se situe comme telle. Il faut travailler un peu plus. Alors, il faut forcément une réforme des retraites. C'est nécessaire pour remplir les caisses qui permettent aux retraités de toucher leur pension. Il est absolument obligatoire de faire cette réforme. Il faut la rendre, cette réforme, acceptable. Donc, des discussions sont en cours actuellement entre les partenaires sociaux. Il faut donner une chance de jouer sur les paramètres Tous les syndicats sont opposés à cette réforme. Non, ils sont opposés à un ou deux totems, mais il faut rendre acceptable cette réforme, parce qu'elle est nécessaire. Donc, elle va être faite. Autant essayer de trouver les bons paramètres qui permettraient justement de la rendre acceptable. Le grand public, il va le comprendre. Il travaillait 1 an ou 2 ans de plus pour être capable d'avoir une retraite un petit peu plus longtemps, puisque la durée de vie est quand même plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, ça paraît arithmétiquement logique. Donc je pense que c'est un effet de bien expliquer ce qui va être fait et de trouver les bons cas particuliers qui aussi permettent de rester à protéger les populations peut-être difficiles, qui ont travaillé un peu plus dur manuellement et qui sont plus fatiguées, d'être capables d'avoir des voies qui permettraient de s'échapper plus tôt. En quoi le PDG de Dassault Aviation, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, a changé en 10 ans ? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de diriger, chez l'homme Avant toute chose, ma vie personnelle est restée la même. Ouais. Je suis attaché à ma famille, je suis attaché à mes hobbies, la musique, l'histoire, le golf. Voilà, je reste le même homme. À l'inverse, toute expérience de cette nature vous enrichit. L'important, c'est aussi d'essayer d'enrichir les autres, c'est-à-dire d'être capable de travailler à préparer un futur. Donc je pense que c'est plus facile aujourd'hui, me semble-t-il, pour moi, qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait une certaine appréhension, parce que diriger Dassault, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, donc une ambition forte pour y arriver. Aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, on s'attaque très directement, et malheureusement, les crises auxquelles on a eu à faire face, elles permettent aussi de gagner en expérience. Donc la crise du Covid, où finalement on a réussi à la passer, à s'organiser, aussi bien chez Dassault Aviation qu'au GIFAS, l'association de tous les acteurs de l'aéronautique, que l'UMM, les acteurs de l'industrie. Ça permet d'avoir cette expérience et de voir les choses d'une manière un peu plus sage. L'important,
c'est de diriger en ayant un œil à ses pieds, pour ne pas chuter et tomber sur un obstacle, et un œil sur l'horizon pour être capable de préparer le futur. Bon, est-ce qu'il y a une décision majeure que vous avez prise par le passé, Éric Trappier, et que vous ne regrettez pas du tout a posteriori, pour laquelle vous êtes entêté à l'époque et bien vous en appris? Il y a deux choses. Un, je ne regrette pas d'avoir toujours agi pour la promotion du Rafale, qui est maintenant reconnu par tout le monde comme un succès. Succès aux mains des forces armées, succès à l'exportation, succès économique. Ça, c'est la première chose. Aucun regret d'avoir persisté avec mes prédécesseurs dans ce domaine. Deuxièmement, je pense que le plus dur pour moi depuis 10 ans a été d'arrêter le programme 5X. Arrêter un programme d'avion, c'est quelque chose, entre guillemets, littéralement d'extraordinaire, et d'avoir été capable de jouer le plan B, qui était le 6X, qui arrive maintenant en service dans les mois qui viennent. Et au contraire, une décision sur laquelle vous aimeriez revenir en arrière, si c'était possible, une décision qui a posteriori n'était pas la bonne? Non, il n'y en a pas, parce que finalement, quelque part, on se dit que les décisions, on les a prises avec une certaine expérience, avec le soutien de ses équipes, et je me retourne peu sur le passé pour essayer de trouver les mauvaises expériences. Ce que je peux dire, c'est que ça ne va jamais assez vite dans la tête d'un PDG. On aimerait que la transition numérique aille plus vite, on aimerait que les développements aillent plus vite. On a ce souci d'aller toujours plus rapidement vers le but, et nos clients nous le demandent. À l'inverse, le monde se complexifie, la technologie se complexifie, il faut savoir la maîtriser, être capable de démontrer que l'avion est sûr dans les agences de certification européennes et américaines, et donc par conséquent, il faut aussi savoir prendre son temps. Bon, il y a le passé, il y a aussi l'avenir. Vous avez à peine 60 ans, vous êtes né le 1er juin, ce qui nous fait un point commun. Vous voyez toujours patron de Dassault Aviation dans 5 ans, dans 7 ans. Finalement, vous pouvez faire autant de mandats que vous le souhaitez tant que vous avez la confiance de l'actionnaire. On revient à l'actionnaire. Oui, moi je suis bien où je suis, et je me projette dans les années qui viennent. Après, c'est entre l'actionnaire et moi de savoir à quelle date j'arrêterai. Vous avez fait toute votre carrière chez Dassault Aviation. Est-ce que vous conseilleriez à vos enfants et aussi vos petits-enfants de n'avoir qu'un seul employeur tout au long de sa vie professionnelle, de sa carrière? Chaque enfant doit voir ça à midi à sa porte. Difficile. Je parle du conseil, là. On a envie de conseiller ses enfants. On s'aperçoit de temps en temps, si on conseille blanc, ils font noir, et inversement. Je pense que c'est à eux de faire leur carrière. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, quand vous rentrez, vous avez la chance de rentrer dans une société comme Dassault, si la passion vous anime, c'est-à-dire que vous travaillez avec passion, pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà trouvé là, sachant qu'il faut continuer à pouvoir vous épanouir au sein de l'entreprise, évoluer, être capable d'y trouver le retour que vous apportez, et par conséquent faire toute une carrière dans une même entreprise. Je sais que ce n'est pas à la mode, mais chez Dassault, je pense que c'est possible et que ça va se poursuivre. La passion est toujours là. La passion est toujours là. Est-ce que vous l'avez transmise, on finit là-dessus, vous l'avez transmise, cette passion, justement, de l'aéronautique à vos enfants, aux petits-enfants? Je crois que même si on ne voulait pas la transmettre, on la transmet. Donc effectivement, oui, j'ai des enfants qui sont aussi dans l'aéronautique. Merci Éric Trappier pour ce libre-échange. Merci. Ce fut un plaisir. Je rappelle que vous êtes le PDG de Dassault Aviation. Libre-échange à revoir évidemment sur Public Sénat et en replay sur publicsénat.fr. À très vite.